Du coup, la première valeur, c'était Eritech Pharma. En fait, c'est compliqué à analyser parce qu'il faut, soit il faut être connaisseur un peu dans le domaine pour savoir si ces recherches vont être utiles ou pas. Et du coup, bah là, ils font pas de chiffre d'affaires. Ça peut être que pour du trading ou spéculation, quoi. C'est rien d'autre parce que pas de chiffre d'affaires. Le résultat, il est en baisse. Et le résultat net, il est en baisse. En fait, tout, euh, tout va venir finalement de l'émission d'actions ou de parce que je sais pas si elle a de la dette. Ouais, elle a un peu de dette. Bon, elle a pas grand-chose en dette, mais tout doit venir des émissions d'actions sur le marché. Et du coup, là, c'est en 2017, il y a eu 177 millions d'actions qui ont été émises. On peut le voir, flux de trésorerie, elle fait pas d'argent, quoi. Enfin, en fait, il n'y a pas de chiffre d'affaires. C'est vrai. Non, en fait, elle a juste coût des recettes. Elle fait que juste consommer. Ouais. Faudra attendre quelques années parce que je sais que ça peut mettre du temps. Là, j'avais suivi vite fait Karmat. Et du coup, on va passer à la deuxième parce que là, la première, elle est pas très intéressante. La deuxième, c'est Katana. Ça, c'est une valeur que quelques personnes aiment. Enfin, j'ai vu sur de nombreux forums, beaucoup en parlent. Il y a une grosse croissance du chiffre d'affaires. Et pour le résultat net, c'est pareil. On voit qu'il y a une grosse. Enfin, bon là, à part négatif, mais ça augmente quand même pas mal. Bon là, 2020, c'est une année charnière, du coup, on peut pas. Elle a le mérite d'avoir fait quand même du chiffre enfin, du résultat net. Parce qu'en plus, c'est un secteur, c'est les catamarans, non? Katana. Je sais pas si on pourrait dire cyclique, mais qui dépend beaucoup de la consommation. Là, je regarde ensuite, c'est les ratios de marge d'exploitation. Bon, finalement, comme elle est en croissance, c'est assez compliqué parce qu'elle n'a pas des marges qu'on pourrait dire des marges nettes bien définies. Ça varie, mais c'est des marges plutôt, on va dire, moyennes. Genre, c'est la moyenne des entreprises françaises. Les très bonnes entreprises françaises qui font beaucoup de marge nette comme LVMH, Hermès, tout ça, ça tourne plutôt autour de 14, 15. Ensuite, entre 5 et 10, ça, c'est les bonnes. Ça, c'est les moyennes, tout le palier. Et après, en dessous, c'est bon, celles qui ont le plus de mal, on va dire. Ouais. Après, enfin, ça, c'est notamment un dossier qui est à jouer, enfin, pour du long terme, on va dire. Il y a des moyens de jouer pour trading, je pense, avec les effets d'annonce, tout ça, mais c'est un truc à jouer plutôt sur le long terme. Mais alors là, ça va, c'est là où j'ai fait mon stage, on va dire. Et elle est pas, enfin, elle est plutôt illiquide, cette action. Elle est vraiment très, très illiquide et finalement, elle fait pas un gros chiffre d'affaires. Ouais, ouais, il y a pas de, le coût, il bouge quasiment pas et finalement, ouais, elle fait des bonnes marges. Bon là, un peu moins bien ces temps-ci parce que 2019 et 2020 ont été des années un peu difficiles. Et, parce que en fait, il y avait très peu enfin, d'acheteurs et de vendeurs et tu vois quand on voit le carnet d'ordre, ben, enfin, c'est pas joli. Hein. C'est illiquide parce qu'en fait, le flottant il est très faible parce qu'ils ont fait des LBO sur cette action. Voilà, je suis revenu sur Katana. Alors, elle a un levier financier. Elle s'est un petit peu endettée pour faire fonctionner ses activités. Elle repose un peu sur la dette. C'est, je dirais, un levier financier plutôt dans la moyenne. Hein, surtout que maintenant, c'est intéressant avec les taux bas de profiter de l'endettement. Et elle a un retour sur fonds propres qui est assez élevé, 17%. Et bon, en 2019, je sais pas ce qu'ils ont dû faire, mais un bon ROE. Là, c'est un tableau où je rentrais toutes mes valeurs et ça faisait, ouais, ça regardait s'il y avait des avantages compétitifs ou pas. En fait, ouais, je l'ai ouvert, c'est juste que j'ai pas partagé, mais en gros, ça va. En fait, je considère qu'un ROE élevé, c'est supérieur à 20%. Les entreprises américaines arrivent à tenir les 20%. La France, je dirais que c'est plus entre 15 et 20%. Du coup, ça va aller bien dans le... Après, en vrai, ce qu'il faudrait suivre, c'est les annonces peut-être trimestrielles ou semestrielles pour l'entreprise, pour voir comment elle fait maintenant qu'il y a la reprise. Du coup, l'entreprise elle est un peu endettée par rapport les bénéfices non répartis et ses autres réserves. Ça, c'est-à-dire qu'avec ses bénéfices non répartis, elle peut pas directement payer sa dette.
Si elle devait payer, imaginons sa dette long terme à un instant, elle peut pas. Elle est un peu endettée, mais pas tant que ça finalement. Mais ça a beaucoup augmenté, non? On est passé Ouais, de 2 à 23. c'est en 2020, elle a dû profiter Des taux, des taux ouais, réduits. des taux bas et tout ça. Et elle a dû en profiter aussi, ou peut-être pour assurer le moment où il y avait le confinement, puisque ses activités ont dû être touchées. Ok. Elle a émis des actions avant. Puis là, elle en a racheté un petit peu. Après, c'est compliqué sur les small caps parce que elles font du chiffre, mais pas suffisamment de chiffre. Du coup, le moindre, tu vois, chiffre, ça peut faire des grandes variations de croissance ou pas, et c'est compliqué. Là, c'est, Ouais, il part des. Ah, s'il prévoit un gros investissement, ça peut être, ouais, ça voilà. peut faire vraiment des grosses variations dans les chiffres, par exemple, hein, c'est un exemple. Mm. Alors qu'une grosse société, ça se verra peut-être un peu moins, quoi. Ouais, c'est plutôt dilué. Mais après, tu as Ubisoft, FDJ, Hermès, c'est quand même plus gros, Mm. surtout Hermès. Ça, Il y en a bon, beaucoup qui ouais. en parlent sur le Discord. Enfin, Mm. beaucoup, quelques membres qui en ont, pour du moyen long terme, si je dis pas de... Ok. Graphiquement, je sais qu'elle est baissière enfin, long terme sur 9 mois, je crois. Elle a vraiment beaucoup baissé. Elle est proche de support à 40 euros. C'est juste une Ouais. parenthèse pour dire que voilà, elle est baissière. Est-ce que les chiffres justifient cette baisse au-delà de l'actualité un peu délicate pour la société? Ben, en fait, un peu, puisqu'on voit que bon, le résultat net, il a pas trop évolué. Il est resté, enfin, il a même, enfin, il a augmenté en 2018, puis là, il a rebaissé, puis il a été négatif en 2020, enfin, c'est normal. En profiter, quoi. Mais Hmm. elle a pas su en profiter, elle était en négatif. On voit que 2021, elle s'en sort, enfin, mais elle retrouve pas le niveau de 2018, le niveau de son résultat net. Et finalement, l'entreprise a du mal, alors que normalement, bah, devrait faire du chiffre avec les profits de 2020, et Et vu que l'économie repart, normalement, les gens devraient consommer plus et tout. Bah, c'est quand même inquiétant de passer de 100 à moins 125, non? Ouais. Faudrait voir Et pourquoi. Pareil, il y a peut-être eu des investissements. ça, c'est... bah, déjà, on voit que le résultat avant intérêt et impôt, bah, il est très faible. Il est de 41. Ah oui, ça vient C'est-à-dire de que là, baisser. ils ont... alors, Il y a peut-être c'est eu du que... retard dans la sortie de certains jeux ou quoi aussi, peut-être, je sais pas. Ouais. Et puis en 2020, parce que là, ils ont sorti déjà les chiffres de 2021. Je sais pas comment... Ils doivent avoir un trimestre de décalage, Ouais, ou un c'est truc un comme peu ça. les De vides. l'année précédente pour avoir tous les chiffres comme ça. Ouais, Et en bah soi, en peut-être fait, je que pense que c'est lié à des mauvaises ventes, hein, parce que finalement, quand on regarde le ça a total bien des charges, vieilli, ouais. il était similaire à celui de 2019. C'est juste que ça s'est pas vendu et ils ont pas réussi à rentrer dans leurs frais. Et après, il y a un résultat hors exploitation qui était, ils ont perdu beaucoup d'argent. Alors ça, je sais pas, faudrait voir. Qu'est-ce que c'est, pourquoi, Ouais, faudrait qu'est-ce voir qui leur est arrivé. l'actualité en Mais fait, parce que là, ouais, suivre la valeur, parce que là, ouais, faut suivre la valeur, ouais. J'ai vu des ouais, news c'est, passer dans l'année, mais après, j'ai pas, j'ai pas. Après, l'intéresse quand même du monde parce que Ubisoft, bah, ceux qui jouent au jeu, qui sont en bourse et qui jouent au jeu, ils connaissent forcément le ouais, il y a la groupe. renommée de l'entreprise, Voilà, boîte l'entreprise française, française, voilà, qui était en avec les croissance, grosses licences chaque année, ouais, c'est, avec des jeux attendus, j'aurais dit que c'est une tendance un peu de fond. je pense. Ouais, c'est plutôt des jeux de niche. Voilà. Donc, Puis après, c'est compliqué parce que si les gros jeux, ça repose sur beaucoup de marketing. Je crois que facilement 30% du coût d'un jeu vidéo. Je pense des grosses licences comme Call of Duty, Battlefield, tout ça. Mais finalement, il faut que 30% va dans le marketing. Gros coût important. J'ai marché que je vois qu'il est prometteur, mais il est assez compliqué hein, dans le sens où en fait c'est assez compliqué de faire élever fortement les prix parce que déjà que là les prix sont assez chers finalement des jeux. c'est vrai, non? Ouais, c'est 70 euros et 60 euros un peu sur ordinateur. Après, il y a souvent des réductions, mais ça reste compliqué parce qu'il faut beaucoup d'investissement pour faire les jeux, marketing et tout. Quand on parle des grosses licences, et surtout que maintenant les jeux, c'est pas, enfin, c'est des open world et tout, des trucs où il faut bien, faut, faut tout programmer, tout ça, et finalement, ça demande que des coûts avec des difficultés à avoir un pricing power, en fait.
à pouvoir augmenter les prix, puisque tu as une énorme concurrence avec les jeux vidéo, avec des énormes éditeurs comme Microsoft et tout, Microsoft qui te rachète plein d'éditeurs. T'as un gros combo. C'est un secteur concurrentiel, quoi. Ouais, oui, il va être difficile de répercuter les coûts sur le consommateur. Ouais, donc toi, quand tu fais l'analyse fondamentale, Ouais, là, du coup, bah, bon, elle a fait des rachats d'actions importantes. On peut voir en 2017, 18, 19. Ouais, ça c'est bien parce que ça permet d'augmenter le revenu par action. Et du coup, potentiellement le dividende, potentiellement aussi ça augmente sa part que l'on détient dans l'entreprise. Du coup, c'est pas mal. Et sauf qu'après, elle a réémis des actions. Elle a émis en 2020 et 2021. Du coup, il y a de nouveau une dilution. Alors ça, ils ont racheté plus avant, mais bon. J à moins elle a atteint le 50, il me semble qu'elle a baissé. Du coup, ouais, une marge nette, comme on peut le voir. Enfin non. Alors là, la marge, il y a la marge d'exploitation et la marge nette ici. Moi, depuis les actualités que j'ai suivies, c'est qu'elle est assez peu exposée à tout ce qui est en ligne. Après, il peut y avoir c'est le seul truc que j'ai vu vite fait, mais je la suis vraiment de loin. ok, c'est Mais quoi? équivalente aux bénéfices non répartis, c'est-à-dire que finalement, bon, elle n'a pas trop d'argent en plus. Elle verse un dividende. Le dividende, ensuite, on voit que le dividende, il est en augmentation. Il a bien augmenté, ouais. Après, c'est sur 2 ans. Il faut voir, et surtout, ce qui compte aussi, par contre, elle reverse énormément, mais c'est sa politique. Elle a une politique, je crois, de reverser beaucoup de son résultat en dividende. Parce que finalement, tu peux faire peu d'investissements avec la franchise avec cette valeur. L'entreprise n'a pas besoin de faire de gros investissements. Il y a aussi eu les actions gratuites, là. Je sais pas dans quel Ouais, business ouais, ça joue, du coup. mais ça, je crois que c'était l'État qui fournissait ces actions gratuites. De mémoire, elle est pas exposée à tout ce qui est jeu en ligne. Et c'est ça qui peut, alors là, on parle long terme, hein, mais c'est ça qui peut être embêtant. À savoir parce que je sais qu'il y a des entreprises norvégiennes qui sont plus maintenant sur les jeux de casino en ligne, tous les trucs comme ça, les trucs, tous les jeux en ligne, par exemple pour le foot, pour parier, ben c'est en ligne aussi avec tous Oui, il y a la les, concurrence de les- l'étranger, ouais. ouais, Il y a des, la concurrence est derrière et tout et sur les paris. c'est quand même une boîte qui fait du cash derrière, enfin c'est pas n'importe quoi. Oui, voilà, ouais. Alors on va passer à On Hermès. en parle tout à l'heure. Pour l'instant, c'est une belle entreprise. Elle est pas. Je connais un peu, je connais surtout ses concurrents, Louis Vuitton et enfin plus particulièrement Louis Vuitton. Du Ok. coup, on va revoir. Là, en fait, Hermès je crois qu'elle a une plus grosse croissance que Louis Vuitton. Voilà, on peut le voir, c'est sur le chiffre d'affaires, C'est pas mal. ouais, c'est plus que pas mal. C'est ce qu'il y a de plus grosses marges, c'est des marges qui vont tourner autour de 20%, 15-20%. C'est trucs, c'est hallucinant quoi. Non, même 30%. En marge nette, hein, Tu as dit tout à l'heure, à partir de 30, ça commence à être vraiment bah, déjà à intéressant. partir de 20, c'est pas mal pour une des françaises. Par exemple, Louis Vuitton, ça tourne autour de 20, pas de 30. Hermès, c'est vraiment une bonne entreprise, hein. D'accord. Ok. C'est encore plus haut, quoi. Ouais, elle est encore plus haut. Après, elle est pas aussi grosse que Louis Vuitton, mais elle est vraiment très, enfin, elle a vraiment une très bonne croissance, quoi. Tellement une trésorerie bah, aussi en augmentation, hein. Euh, avec pas trop de stock. En fait, ce qui est le plus embêtant, c'est quand les entreprises qui vendent des biens comme ça, mais c'est important de leur stock pour pas qu'il leur reste sur le carreau. Mais là, comme c'est des sacs et comme c'est de la mode, du coup, il a intérêt à ça change, il faut pas trop qu'il lui reste de stock finalement. Des saisons précédentes, parce que sinon on va les vendre avec rabais et tout. Mais là, c'est bon. On voit que les bénéfices non répartis sont de 1 milliard 385 avec des réserves de 6 milliards pour une dette long terme plus court terme inférieure à 50 milliards, non à 50 millions pardon, 100 millions, tout ça. Du coup finalement niveau 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 santé financier, bah, elle est tranquille, hein. Elle Ouais, va, enfin, dans ce ouais. secteur-là, c'est Ap- que les Après structures ça bien gérées,
Après, le luxe en soi, c'est pas, enfin, les stocks, ils partent. Y a pas trop, c'est plutôt le bas de gamme où il faut produire en masse pour que ce soit pas cher et tout. Mais là, quand t'es dans du luxe, parce que même si tu baisses un petit peu, ben, les marges sont tellement énormes que finalement, c'est compensé. Et là, ben, là, ce qui est bien, c'est qu'elle rachète ses actions. Même malgré la crise, elle en rachète. Elle en a racheté pour 122 millions d'euros d'actions. Et elle verse un dividende. Le dividende, de mémoire, il est en augmentation, ouais. Il a toujours été en augmentation sur le long terme. Et finalement, c'est un dividende qui est largement soutenable puisqu'on voit que le bénéfice net par action est de 13,21 € pour l'année 2020. C'est avant, ça fait 30% vis-à-vis de l'année 2019. Et sinon, ça fait 34% pour l'année 2020. En gros, c'est vraiment pas ça va quoi. Elle est pas dans, elle est vraiment bien. Elle a une grosse capacité d'augmentation. Et puis j'ai suivi le Vuitton et vis-à-vis des chiffres de 2021, ça va être ils vont battre 2019, je pense. Le Vuitton, je crois ils avaient fait plus 20% en trimestre de vente par rapport à l'année dernière et enfin c'est des chiffres incroyables. D'où leurs valorisations qui sont extrêmes. Parce que je crois que c'est 70 fois le PER, c'est 70 fois. 40-50. Tu dis ouais ça passe, mais là c'est vraiment des grosses valorisations. Mais elle reste non. Alors je crois qu'elle reste néanmoins moins impactée que les autres sur le luxe. Quand il y a des baisses, par exemple quand la Chine avec le risque d'un pays de Evergrande sur ses intérêts, mais ça avait énormément baissé. Mais je crois qu'Hermès fait partie des actions du luxe qui est le moins baissé. Je vais voir le bêta, ouais, bêta faible en plus, par rapport au CAC 40, c'est pas mal. Il y a des grosses variations sur le luxe. Ouais, en ce moment, ouais, Avec c'est un peu compliqué, ouais. le risque chinois et tout, ça reste compliqué, ouais. Peut-être celles qui vont Ouais, gagner. et là, par exemple, c'est des vraies entreprises qui ont un pricing power élevé, puisque finalement, elles peuvent, l'augmentation des prix n'est pas synonyme de baisse de clientèle. Parce qu'en fait, les gens, ils vont se dire, bah, c'est du luxe, c'est normal que ça augmente, c'est pas pour tout le monde et tout. Ouais, ça fait partie de la logique du secteur, en fait, quoi. Que les prix Ouais, augmentent, que et du les coup, il y a un gros impact pricing power et tout, avec des Richebourg. Lololi, tu en avais demandé une, toi, de valeur ou pas? Salut les gars, Salut. vous m'entendez? Salut. Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, je te demandais Je- je- si t'avais fait une demande de valeur. Non, non, c'est juste parce que j'ai des titres en portefeuille que tu as nommés. Donc j'espère que je prends pas le train en retard. Ah, J'ai, bah, comme tu le sais, du Ubisoft. ouais, j'en Ouais, parlais tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est compliqué. Après, j'ai pris Compagnie des Alpes en trading il y a 2 jours. ouais. Donc j'ai vu que c'était la dernière valeur, donc c'est cool. Ok. Je vais peut-être me refaire une liste de trend following là pour la fin du mois. Ouais, ouais, en fait, les principales mauvaises nouvelles qu'il y a sur Ubisoft, en tout cas de ce que j'ai suivi, c'est Far Cry. Et pour le coup, la prochaine sortie qui pourrait sauver Ubisoft, c'est Splinter Cell, sauf que le problème, c'est qu'ils viennent tout juste de l'annoncer. Donc le temps de développement, ça va être minimum 2 ans et demi, 3 ans. Là, ils vous laissent lancer, bah, enfin, ils se sont lancés dans le parc d'attractions avec leur licence. Apparemment, ils ont signé un contrat dans une région du sud de la France. Euh, et ils ont eu les financements, donc, mais ça, pareil, ça va sortir de terre en 2024. Qu'ils allaient se lancer sur les NFT pour, je pense, prendre la vague aussi. Mais ça c'est ce qui explique le dernier rebond courant de semaine dernière. Mais Bon, sinon, du coup, on va passer à De Richebourg. Ouais. Alors eux, ils sont spécialisés dans le recyclage de mémoire. On va dire que c'est plutôt un secteur finalement d'avenir au vu de la situation écologique désastreuse. Mais bon, on voit le chiffre d'affaires, il a été en croissance jusqu'en Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il est assez stable, non? ouais, il est plutôt stable. Le résultat net, bon, finalement là, les marges sont très faibles. Là, comme on peut le voir, c'est vraiment pas.
par rapport au chiffre d'affaires finalement. Et aussi, il est stable. Alors, faut expliquer pourquoi en 2019 et 2020, enfin 2020, ça peut s'expliquer facilement, mais pourquoi en 2019, c'était compliqué. Et on va voir, enfin, ça, ce sera pour voir par rapport aux news et analyser sur le long terme la valeur. Ensuite, au niveau de l'endettement, ben, l'entreprise est, finalement, là, elle est pas mal endettée. On voit 83 millions de dettes court terme et 425 de dettes long terme. Elle s'est endettée en 2020. Elle a doublé son endettement en 2020. Et par rapport aux capitaux propres, finalement, elle a autant de dettes qu'elle a de capitaux propres. Elle est plutôt moyenne. Après, tout dépend de voir si elle a réussi à faire les bons investissements. En Ouais, soi, la dette, c'est pas si mauvais que ça. Ça dépend. quand on achète sur du long terme, c'est on parie un peu sur ça, quoi. Est-ce que les sociétés ont bien Ouais. investi? Est-ce que le secteur sera porteur, quoi? Mm. Avec une trésorerie qui est en augmentation sur long terme, ce qui est pas mal. Et souvent, quand une entreprise a trop de trésorerie, après, elle le passe en bénéfice non réparti, elle le garde, elle le met en réserve, ou le reverse à leurs actionnaires, en dividende exceptionnel. Du coup, le flux de trésorerie disponible, c'est-à-dire, c'est les revenus qu'a l'entreprise de ses exploitations courantes. On voit que c'est négatif, c'est positif, pardon. Et bon, c'est plutôt stable. Au niveau des actions émises, elle a émis beaucoup d'actions en 2017. Là, 50 millions d'euros d'actions. Elle en a racheté pour 17 millions en 2019. Et finalement, elle verse un dividende. On va voir. Le recyclage, pardon, de produits, c'est ce vers quoi on va tendre finalement. Est-ce qu'en comparaison, on a par exemple des boîtes, je pense notamment à Suez avec la section environnement pour finalement voir si, puisque tu parlais du résultat net, voir si l'activité est quand même capitalistique par rapport à des concurrents d'un même secteur ou on n'a pas forcément la subdivision de Suez environnement. Ah. Alors là, sur le site, on ne l'a pas, mais alors on pourrait l'avoir si on allait chercher dans les comptes exactement dessus. Tu veux que j'essaie de Possible. regarder en parallèle? En vrai, si je peux regarder en parallèle, parce que des fois, c'est très long. Enfin, comme des fois, toutes les activités sont expliquées et tout, c'est difficile à retrouver pile le truc. Ouais, j'essaie de regarder la news, je me mets juste en mute. Bah, du coup, c'est une valeur moyenne après avoir avec les investissements qu'elle va réaliser. Et, et c'est tout, parce qu'après, j'avais vu un reportage, c'était de Cash Investigation dessus, qui, euh, qui montrait comme quoi elle avait quand même des machines innovantes pour trier les différents plastiques avec, en fait, il y a un tapis roulant et ça tombait, les plastiques tombaient et en fonction de la taille, tout ça, grâce à je sais pas exactement quoi, ça on va dire des jets d'air, en fait, de l'air sous pression, ils arrivaient à mettre dans différents bacs les plastiques. Finalement, il y en a quand même besoin de l'homme parce que, je sais plus les chiffres exactement, mais c'est entre 30 et 50% que des trucs plastiques que l'homme devait trier et tout. Oui, mais bon, Et s'il y a un bon premier tri, ça. ouais, il y a un bon point écrit, mais après, le problème, c'est que le plastique en soi n'est pas si recyclable que ça. Mais voire pas du tout, en fait. Très peu de plastiques sont recyclables. Ouais, c'est vrai qu'on met beaucoup de choses dans les bennes, mais il y a beaucoup de choses qui. Non, il y a très peu Qui parce qu'en déchirent. fait, ouais. Les seuls matériaux en soi qui sont recyclables, on va dire une infinité de fois, c'est les aciers et le verre. C'est plutôt les métaux et le verre, par exemple. On peut en faire une infinité de fois. Oui, Le reste, ça, ouais, ça se recycle. le plastique, ça se recycle. On prend l'exemple des bouteilles, quand ça se recycle, au mieux, ce serait 3 fois. Et encore, c'est pas du recyclage total, puisque, par exemple, on peut prendre du plastique et ensuite en faire un cintre, parce qu'on n'a pas assez pour refaire une bouteille. Mais après le cintre, ben, c'est mort, quoi. Faut le brûler. Ouais, le plastique, c'est ça. À voir comment ils arrivent à évoluer. Mais d'après ce que je connaissais de l'entreprise, ils étaient surtout spécialisés
bah, dans le triage pour recycler, finalement, c'était pas, je sais pas pour moi, même si le secteur est porteur, c'est peut-être pas le Ouais. meilleur endroit Ouais, après, il y où a il y aura des. le plus de croissance. Comment exactement je suppose que c'est des contrats à la ville, mais c'est des contrats en fonction de quoi, des tonnes, je sais pas. Faut voir aussi par rapport aux contrats qu'ils discutent avec les villes, parce que c'est en fonction des contrats, de comment est tourné le contrat, ils peuvent être gagnants. Alors, est-ce qu'il y a des produits pour la maison intelligents? Et tu connais des produits qu'elle aurait fait que un peu buzzé? La C'est domotique et tout ça, ouais, c'est un secteur porteur. c'est un secteur Ouais, le chiffre porteur. d'affaires, il est en croissance. Le Puis, résultat net, ouais, vas-y, vas-y. pardon. Alors, j'ai trouvé hein, la section environnement pour Suez, mais par contre, j'ai pas les charges, donc ça mériterait de creuser. J'ai juste l'évolution hein, d'une année sur l'autre. Sur la section recyclage, ils ont fait 18% de chiffre d'affaires supplémentaire, mais étant donné que j'ai pas les charges, j'arrive pas à calculer en fait le poids et savoir si c'est capitalistique ou pas par rapport à De Richebourg. Et je voulais dire pour la domotique, là où il y a eu une grosse poussée, mais sur un groupe beaucoup plus important, c'est Somfy puisque j'ai vu la publication, je crois, du premier semestre, Hein. où malgré la pénurie et malgré tous ces sujets, ils ont quand même bien bump le, le chiffre d'affaires et surtout la marge. C'est impressionnant. Et je crois il me semble qu'ils sont cotés puisque j'avais checké. Et ça s'est aussi ressenti chez eux. Et c'est français, c'est américain comme entreprise? Somfy, c'est français, mais t'es quand même sur une mid-cap, hein, je pense. Je vais vérifier en termes de capi pour te Ouais, je dire. crois que c'est une middle. Euh, tac. Parce ils ont une section domotique et notamment ils se sont lancés avec Xavier Niel il n'y a pas longtemps sur Ok. Le graphique est tout ce sympa qui quand est même. le graphique est Sur le magnifique moyen terme, puisque c'est beau. Et à court terme, c'est aussi, enfin, un court moyen terme. t'as un début d'année aux alentours de 140 et c'est monté à 171 et la dernière publi en termes d'actualité, j'avais en tête 40% mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Ok, tu en as en portefeuille? Malheureusement non, je vis en Haute-Savoie donc c'est une boîte haut-savoyarde et malheureusement j'ai pas été chauvin et j'en ai pas pris. Cabas Group, c'est une petite entreprise. Ouais, c'est petit. Ouais, là, c'est. Je vais Hmm. te dire la capitalisation, mais Mon discours, c'était vraiment juste pour appuyer le fait que vraiment la domotique, c'est porteur, puisque j'avais vu passer cette publi pour Somfy. Et pour répondre sur le consensus, je crois qu'ils l'ont battu au-delà des 20% sur le. J'ai dit 40, j'ai Ouais. abusé. Au-delà de 20% en tout cas sur l'objectif initial. Et en termes de marge, je suis en train de regarder ça. Taux de marge, du coup, je refais mon aparté puisque j'ai l'info. Ils sont à 20% alors qu'ils étaient à 17 pré-Covid. Donc ils ont quand même vraiment bien amélioré le truc. Et Somfy pour dire en termes de capi, ouais, on a 6 milliards, 6,35 Hmm. milliards. Donc on n'est pas sur la petite capi quoi. Mais ça permet de donner je pense une tendance. Après, on pourra rajouter Sophie vite fait parce qu'elle a l'air intéressante à ouais, ouais, bien analyser. sûr, ouais. C'est bien de faire le Un parallèle en petit, plus. Et le graphique, c'est un peu l'inverse sur Cabas. Ok. C'est passé de Après, c'est 90 normal, en 5 ans à 4 euros. après, c'est normal, elle a brûlé du cash pendant de nombreuses années, hein. Là, sa première, enfin, sur les 5 dernières années, là, c'est Ouais, 2020, c'est la fois où elle était rentable. ouais, c'est pour ça qu'elle s'est reprise quand même Ouais. sur 6 Ouais, mois, un an. Mais ouais, il faudra voir l'évolution sur les news parce que les résultats semestriels ouais, il faudrait voir de s'il n'y a pas eu 2000. de dilution aussi au niveau des augmentations de capital. Je sais pas s'il y en a eu, mais en général, quoi, ça a quand même dilué et t'as quoi la. comme poids comme poids de la dette par rapport du coup au chiffre d'affaires? J'ai pas fait gaffe. Ah, tu rapportes la dette par rapport au chiffre d'affaires? Moi C'est j'ai comme entendu ratio? dire j'ai entendu dire bah, notamment Xavier, alors peut-être que je me trompe et vous m'arrêtez si c'est le cas, mais que généralement quand tu dépassais le ratio de 3 de dette par rapport au chiffre d'affaires, ça commence à sentir pas très très bon. Après, tout dépend du secteur, mais Ouais. ça peut peut-être en termes d'analyse pouvoir voir pourquoi on a un résultat net en fait qui est négatif. Souvent, moi, ce que je fais par rapport au fonds propre.
Mais on peut analyser par rapport au chiffre d'affaires. Du coup, elle a globalement une dette de 18 milliards. Non, non, 18 millions, pardon. Et, euh, et elle a peu de fonds propres. Peu de fonds propres. Par rapport au chiffre d'affaires, c'est, ouais, c'est un peu plus de la moitié. Ah, c'est beaucoup, hein. Ouais. Et là, déjà, Ouais. quand on compare par rapport aux fonds propres, c'est 3 fois les fonds propres. C'est-à-dire qu'en gros, elle a 3 fois plus de dettes qu'elle a d'argent en stock. Ça commence à être assez important. Ouais. Après, moi j'ai ce type d'analyse parce que pour ne rien vous cacher, j'ai bossé dans un établissement bancaire et je sais que pour les TPE, PME, euh, avant l'octroi d'un crédit, ils regardent l'excédent brut d'exploitation. Mais bon, finalement, entre un chiffre d'affaires et un excédent brut d'exploitation, bon, il y a quand même pas mal de choses qui passent entre le bilan. Mais souvent, voilà, Hmm. 3, 4 fois, Ouais. ça commence à être la tendance. Et là, quand tu vois le poids de la moitié, sachant qu'ils n'ont pas de fonds propres, c'est juste qu'en fait, ils ont cramé tout le cash qu'ils ont euh, octroyé sous forme de prêt. Après, ça peut s'expliquer par la R&D, je pense, qui est importante dans ce secteur. Mais c'est juste de savoir où est passé le cash, quoi. Ouais. Ouais, parce que et après ils ont réalisé une dilution en 2018 importante. Après, une petite dilution. Ils ont rien fait en 2020. Ok. Ce que tu veux dire, il n'y a pas eu beaucoup d'augmentation de capital? Ouais. Ça, je sais pas parce que elle est combien la capitalisation boursière? T'as dit? 10 millions. Ouais, ils ont fait une grosse dilution. Ouais. Ça explique aussi un peu Ils ont émis 4 l'ampleur. millions d'actifs. Il faudrait voir par rapport à cette année quels sont les résultats parce que vu que la grande majorité des entreprises battent le consensus et on arrive à avoir des marges supérieures etc. Faut voir comment elle réagit. Si elle n'arrive pas à s'en sortir, ben là c'est pas une c'est peut-être pas le début finalement de sa croissance. Mais sinon, si elle arrive à finalement commencer à avoir une marge nette enfin, plutôt de 5-6%, on va dire, là, ce serait peut-être bien de l'action, voire d'aller plus approfondir, voir ce qu'elle fait exactement. Parce que la domotique, c'est très vaste. Hein. Je Sous sais pas. réserve que les taux augmentent pas parce que je pense qu'on est Ouais, typiquement sur une petite capi qui finalement en termes d'octroi de dette est quand même assez dépendante et si les taux remontent c'est concrètement enfin, de ce qu'on a dit rapidement ça peut être le genre de boîte qui peut rapidement souffrir d'une hausse des taux. Somfy, le concurrent. Voilà, on va voir que là, le chiffre d'affaires, il est plutôt stable, mais sa marge nette, son résultat net augmente. C'est-à-dire qu'en fait, elle a réussi à réduire elle a réussi à réduire ses coûts, à peu près. Normalement, on devrait voir. Non, c'est pas ses coûts qu'elle a. Si, c'est à réduire ses coûts. Et, euh, et du coup, elle arrive à avoir des marges plus importantes. En plus, elle a une marge de 17%, ce qui est très bien pour une entreprise française. On va voir son bilan. Bon, la trésorerie, elle est en augmentation, sur, ce qui est bien. Les créances clients sont plutôt stables. Ça, c'est intéressant d'en avoir, mais faut pas que ça augmente trop parce que sinon ça veut juste dire qu'en fait, c'est qu'il n'y en a pas à payer. Les stocks sont plutôt stables. Du point de vue de la dette, finalement, elle a payé une partie de sa dette long terme en 2020 et et elle a une dette court terme très faible. Surtout par rapport à ses réserves, elle a 213 de bénéfices non répartis et autres réserves qui sont de 948 millions. C'est-à-dire que là, elle a une très bonne santé financière. Malgré qu'il y ait des petites dilutions, globalement, c'est plutôt stable, on va dire. Et elle verse un dividende. Alors après, on va voir le dividende combien c'est.
Et le flux de trésorerie, alors là, disponible, c'est très bien parce il est en augmentation sur 5 ans. Euh, à dégager de plus en plus d'argent de ses activités. Et je pense qu'on est face à une société qui a un pricing power assez fort parce ils ont quand même une belle notoriété sur tout ce qui est volet, portail, équipement. Et un peu comme une boîte que j'ai jouée il y a pas longtemps, Seb, donc le groupe Seb, même s'il y a la pénurie, ou en tout cas l'augmentation des matières premières, c'est typiquement des boîtes qui sont en capacité assez facilement de le répercuter parce qu'ils ne jouent pas sur du bas prix. Et je Mm. pense que c'est des boîtes qui sont aussi intéressantes à analyser par rapport à ça. Ok, ouais. Si tu me dis qu'elle a un bon pricing power, c'est encore un meilleur point. Son dividende est globalement plus en augmentation et il est largement soutenable. Il tourne autour des 30%. Ils distribuent 30% de leur résultat net en dividende. Ça, le reste, ils doivent l'investir pour développer l'entreprise. Et du coup, là, par exemple, là, c'est une entreprise que je l'ai fait découvrir. En vrai, je pense que je vais l'analyser plus en profondeur les jours suivants et peut-être elle ira dans mon portefeuille. Ouais, ça donne envie. Après, le cours a beaucoup monté, mais bon, si c'est Oui, justifié, après, faut voir par Si rapport tu à joues le leur, dividende, c'est pas déconnant. ouais, surtout à long terme en plus, sur un marché comme ça, rendement dû au dividende. il est de 1%. Ouais, c'est pas extra non plus, mais bon, le cours a très Ouais, bien c'est monté. pas Ils fou. vont peut-être le réajuster aussi, hein. Après, le but, c'est ouais, jouer le secteur et surtout, elle peut largement doubler son dividende facilement. J'ai vu qu'en 2014, il y avait un dividende spécial. Ils peuvent peut-être le refaire, ça. Ouais, c'est un dividende de trésorerie, c'est quand tu vends, par exemple, une activité ou que tu as beaucoup d'argent dispo et que finalement tu redistribues aux actionnaires. Ouais, eux, comme ils ont apparemment beaucoup de trésorerie, ça peut se reproduire, ça aussi. Ouais, ça peut se reproduire. Non, mais là, Ouais, bah écoute, c'est une bonne valeur. une belle boîte qui n'était pas dans la liste, qui sera peut-être en portefeuille à un moment donné. Ouais, non, mais Il peut y avoir elle une petite alerte en cas de correction, ouais, ça peut être intéressant. Après, il faut voir les précédents niveaux, parce que c'est vrai que le gap entre 140 et 170, c'est quand même important, mais voir si en fonction, là, de la fin d'année, ça va être peut-être un peu animé, voir s'il y a si ça reflue un petit peu ou pas. ouais, s'il y a des possibilités de rentrer dessus, voir s'il y a des. Puis en plus, elle est pas forcément, elle a une capitalisation assez importante, ça, elle est pas si liquide que ça. Elle est liquide, du coup, c'est pas mal en plus. On va passer sur Marie Brizard Wine and Spirit. Euh, je crois que j'en ai déjà entendu parler, je suis pas sûr, mais je crois il y a un club des actionnaires dessus. Alors, je suis vraiment pas sûr. Faut voir. Des fois, les entreprises comme ça proposent un club avec des avantages. Je sais, par exemple, pour LVMH, quand on est actionnaire, on a des réductions sur les prix du champagne et tout ça, ou pouvoir s'abonner aux échos, à investir, tout le truc comme ça. Oui, Et des réductions. on en parlait sur le Discord il y a 2 semaines de ça. Ouais, c'est des belles réductions. Ouais, je sais pas ce que ça représente du coup, mais Je crois que c'est des réductions qui tournaient autour de 10-20% des fois. ah oui, c'est quand même pas mal, ouais. Ouais. Ok. C'est Là, par contre, on a un problème de chiffre d'affaires, non? voilà, chiffre d'affaires décroissant. En plus, elle était rentable en 2016, bon, très peu rentable, mais là, elle est plus rentable du tout. Covid oblige, hein, forcément, moins d'événements, moins de regroupements familiaux et d'entreprises. Et donc, forcément, tout ce qui est vin et spiritueux, ça a souffert un petit peu, à part, je pense, un Pernod Ricard qui a, pareil, une image de marque et de notoriété assez forte. Hum. Elle, je l'avais analysée et je m'étais mis des niveaux il y a pas longtemps, mais elle a été, elle a eu pas mal de volatilité. Ouais, puis
Enfin, ça fait un moment. Là, il faudrait savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 pour qu'elle soit dans le négatif. La trésorerie elle stagne. Euh, bon, elle s'est beaucoup endettée avec le Covid. Ouais, c'est énorme, non? Ouais, c'est énorme, sachant qu'elle a une dette court terme bon, une dette de 20 milliards, ça va. Bon, en plus, elle a pas beaucoup de fonds propres, c'est vrai, ouais, c'est un, même, regarde, le total de ses capitaux propres sont en baisse. Du coup, ça donne pas trop, enfin, ça donne pas trop envie, comme ça, comme valeur. Pour jouer sur le long terme, bien sûr. En gros actionnaire, il y a qui autour de la table? Parce que ça peut peut-être s'expliquer si tu sais, t'as des grandes familles, finalement, pour la noblesse d'investir dans des spiritueux ou vins français. Et ça peut peut-être expliquer le fait que ils accumulent les pertes et Comment les actionnaires qui sont marqués? Ça va pas être loin. Ouais, c'est une famille, ouais. 70%, c'est énorme. Ouais, ils ont que ça, quoi. Ça, après, ils ont un peu d'albioma, c'est tout. 70%, ça laisse pas beaucoup de flottants et ils gardent quand même pas mal la main sur la boîte, Passer quoi. à CAFOM, je sais pas comment ça se prononce. En gros, c'est comme un darty et un but, d'après ce qu'il dit sur Wikipédia. Bon, chiffre d'affaires, il a été en augmentation, puis maintenant il est en diminution, entre 2018 et 2019. L'entreprise bah, n'est pas rentable. C'est des secteurs assez... la consommation directement, c'est c'est assez compliqué quand c'est des choses comme but et darty. News hein, que j'ai regardé récemment, apparemment, il y a, sur les 9 premiers mois de l'année 2021, une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de au-delà des 35%. Et ils ont annoncé l'ouverture de 7 nouvelles enseignes, ce qui a peut-être participé à la hausse récente Hmm. Ok. sur des perspectives positives. C'est très variable. Et là, il faudrait vraiment rentrer dans les détails de l'entreprise, exactement qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a par rapport à ses concurrents. Du mal en fait à dégager des revenus. Et ça après, faut chercher, expliquer pourquoi. Ouais, je suis rentré, alors mon PRU est à plus ou moins 12. Globalement, ils ont le parc Astérix, me semble-t-il. Ils ont profité du PGE, mais ça a confirmé. Et on a en tout cas un point bas quasi historique et surtout un consensus quand tu vas chez Bourseau, euh, qui est, je crois, de quasi du double à horizon 6 mois, mais forcément, ils souffrent du contexte Covid et variant. Après l'action, bah, je crois il y a un club des actionnaires et il y a des réductions sur, il me semble le ski, mais je suis pas sûr. Où, bon, le chiffre d'affaires était en augmentation, bon, si on prend en compte 2020. Son résultat net était aussi en augmentation. Par contre, 2020 était vraiment très dur pour elle. Parce que là, faire du moins 104 millions. Marge nette là, en 2019 qui était inférieur à 10%, ce qui est moyen pour une entreprise française, mais ce qui est dans la norme. Finalement, bah, au niveau de la trésorerie, bah, c'est plutôt stable. On va faire en sorte un peu que 2020 n'existe pas parce que, enfin, on n'a pas l'évolution avec 2021 pour voir, pour comparer. Parce que du coup, elle a pris de points fouet le Covid. Elle a été, Ouais, c'est ouais, un c'est point pas malin. négatif, quoi, hein. Avec Ouais, la dette, elle avec s'est la pas baisse du mal, chiffre d'affaires, forcément. elle s'est pas mal endettée, ouais. Mais après, par rapport à son bénéfice net non, alors par rapport à ses autres réserves et par rapport aux capitaux propres globalement, finalement, ça compense. Elle a à peu près autant de dettes que de capitaux propres. Ok, donc les marges sont pas trop mauvaises. Le chiffre d'affaires était à peu près stable avant le Covid. Ouais, il était en augmentation en Même plus. en Une augmentation. faible augmentation, mais quand même. Mais là, Après, forcément, ça fait de la dette. après, elle a
elle émet pas d'actions, mais elle a versé des dividendes. Elle a même versé un dividende en 2020, ce qui est pas super. Ils ont peut-être voulu rassurer un peu les investisseurs. Ouais, ouais, ils ont voulu rassurer les investisseurs, mais bon, en soi, après, c'est chacun le voit comme il veut. Moi, je trouve que enfin, le but d'une entreprise, c'est qu'elle soit viable sur le long terme. C'est pas qu'elle mette énormément d'argent aux actionnaires, malgré qu'elles sont dans des situations difficiles. C'est peut-être pas le moment. Ouais, surtout pour verser un dividende supérieur aux autres dividendes. Ouais. Ouais. Ouais, versé pour C'est 17 c'est un millions. Du moment. coup, après, ce qu'on peut voir, c'est que le flux de trésorerie disponible, il était en baisse. Il a même été négatif en 2019. Et c'est là parce que, en fait, l'entreprise, Excuse-moi, oui, pardon. Sur flux de trésor, est-ce que tu peux me rappeler rapidement la notion de ce que comprend le flux de trésor? Parce qu'autant alors la le trésor nette, flux de trésorerie, c'est en gros combien l'entreprise va récupérer en revenus vis-à-vis de ses exploitations courantes. C'est-à-dire, en gros, c'est combien elle a récupéré de ses exploitations. ok, Et ça, uniquement c'est lié à son activité. ouais. Et le disponible, c'est quand après qu'elle ait fait les investissements. Super, merci beaucoup. Et du coup, en fait, elle a fait de plus en plus d'investissements, comme on peut le voir. Et en 2019, elle a fait plus d'investissements qu'elle avait reçu en revenus. Cela sûrement soit sur fonds propres ou par la dette. Mais normalement, on recherche plutôt les entreprises qui ont des flux de trésorerie en augmentation, qui augmentent beaucoup tout en ayant des investissements, mais qui soient plutôt stables. Après, ça dépend du secteur, si c'est un secteur qui a la concurrence ou pas. Et du coup, comme elle verse un dividende, je sais pas. Ouais, du coup, en 2020, elle a versé un dividende qui était super aux autres et ouais, globalement, elle verse un dividende. Pas trop, il a pas été stable. Et peut-être qu'il voulait recréer une sorte de certaine stabilité, une augmentation à partir de 2015. Mais, mais voilà. Après, pour jouer le retour de la consommation, surtout dans les loisirs, consommation, parc d'attractions ou autre, il faut voir vis-à-vis des chiffres de 2021. Dis pas de bêtises. Ouais, ça fait 4%. Attends, je suis en train de lire filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Je connais pas cette entreprise, c'est quoi la Caisse des dépôts? La Caisse des dépôts, c'est l'État en fait. C'est une la Caisse des dépôts et consignations, bah, t'as Bercy, ministère des Finances, et t'as Ok. une sous-filiale qui gère bah, la partie. Alors j'ai pas la subdivision exacte, mais t'as le pôle tout ce qui est Banque de France, etc. La Caisse des dépôts et consignations, c'est à la fois le bras armé des investissements en partie de l'État, avec aujourd'hui BPI France. Et c'est également ceux qui vont gérer, tu sais, toutes les liquidités qui sont en déshérence. Par exemple, je sais pas, demain, tu as une assurance vie où il y a un héritier. Bah, l'État remet la main dessus au bout de 30 ans, je crois. Et du coup, c'est Mhm. ça, la Caisse des dépôts et consignations le gère en attendant. Donc, ouais, ils détiennent 40% de l'entreprise. Putain, c'est énorme. Ensuite, tu as des bancaires. T'as un pool bancaire qui a suivi entre BPCE, Banque Pop et Crédit Agricole. Mais attends, je Ouais. vais vérifier l'activité parce que sur le parc Astérix, ça je trouve, je fais une confusion et j'aimerais pas faire d'impair. Et du coup, pour revenir sur la Compagnie des Alpes, j'ai confirmation. Donc l'activité parc de loisirs, ça regroupe Astérix, Futuroscope, Walibi, le musée Grévin, pour ne citer que. Après les autres, c'est anecdotique. Et en termes de, Ouais, le Futuroscope. ouais, et en termes de montagne, ils ont La Plagne, Les Arcs, Tignes, Val d'Isère, Serre Chevalier. Bon, c'est des grosses stations, ça c'est bien.
Ah bah les arcs, ouais, c'est énorme. Et derrière, ils ont des participations dans Chamonix, Megève et Avoriaz. Trading, en fait, je vais respecter le consensus de mémoire sur Bourseau. Il était à une tendance de 50-60% à 6 mois. Après, je pense qu'ils n'ont pas tenu compte de la cinquième vague. Euh, ça va, ça va largement dépendre de l'évolution de la pandémie. Parce que s'ils font à nouveau une mauvaise saison au niveau montagne, ça va faire la deuxième, voire troisième mauvaise saison. Euh, Ça risque d'être compliqué. Après, ça explique un peu la structure actionnariale derrière, entre la caisse des dépôts et consignations, parce que finalement, c'est des investissements publics, en tout cas sur les remontées mécaniques. Ça explique également que tu as un pool bancaire qui est derrière. Je pense notamment à Crédit Agricole des Deux-Savoies, où ils veulent avoir une image de marque un peu de partenaire et d'implantation locale. Après, voilà, tout va jouer sur, je pense, la saison en partie d'hiver et les décisions gouvernementales qui vont derrière. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je la joue en trading parce que je maîtrise pas tout et je vais pas être trop gourmand. Je pense que un 10% c'est pas aberrant. Ils vont surtout suivre en fait les chiffres des stations et notamment les forfaits qui sont vendus. Je pense qu'ils ont dû faire des bonnes préventes parce que si je suis vu que je suis en Haute-Savoie, si je suis un peu ce qui se passe et ce qui se dit autour de moi, les préventes ont bien fonctionné. Les gens sont en manque de montagne. Après, la principale difficulté, c'est la clientèle internationale. C'est-à-dire que le panier moyen d'un Français n'est pas le panier moyen d'un Suisse ou d'un Américain, et savoir si le Covid va pas gripper les choses. Ah, je sais pas si on peut voir la répartition du chiffre d'affaires. Je crois que je vais. Ouais, ça représente 52%, ouais, tout dépendra de ski en fait. Ouais, c'est conséquent, mais c'est ce qui peut expliquer en fait la hausse des investissements qu'on a analysés, parce que sur des parcs d'attractions, finalement, tu es sur des investissements colossaux, généralement que tu fais sur une dizaine d'années, en fonction de ce que tu achètes. Et derrière, sur les activités de montagne, la remontée mécanique, c'est des investissements qui sont énormes aussi. Mais là, pour le coup, t'es tranquille pour 20 ans, quoi. Donc, si ça se trouve, l'année dernière, ils ont cumulé les deux. Et c'est ce qui peut justifier, mais il faut qu'ils récoltent les fruits, quoi. Mais ça dépend pas que d'eux, malheureusement. Ouais. Ok. Bon, après, avec la caisse des dépôts et consignation autour de la table, je pense que les reins sont solides. C'est un peu comme certaines boîtes où t'as BPI France qui est autour de la table. Mais voilà, c'est pour ça que je vais pas être trop gourmand parce qu'on n'a pas toutes les variables, notamment sanitaires.